Le procès du putsch manqué de septembre 2015, 7e jour d'audience, et c'est sans les avocats de la défense. Suspendu ce samedi, le procès reprend le vendredi 6 avril prochain. Il sera question des débats dans le fond du dossier. Dans la région du nord du Burkina Faso, le CDP is back. Déclaration de ses premiers responsables. Le président de l'ex-parti au pouvoir a été accueilli en triomphe ce samedi à Waïouia. Près de 2000 pots d'âne en exportation vers le Ghana saisis à Pau dans le centre-sud. Elles ont été incinérées hier. C'est la une de ce 9h30. Merci de nous choisir. Bonsoir et bienvenue. C'est l'un des faits majeurs de cette 7e journée de procès du putsch manqué de septembre 2015. Maître Alidou Ouedraogo et Maître Issaka Zampaligri n'assurent plus la défense de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. Ils se sont déportés ce matin et pour cause, les avocats évoquent une divergence de vue entre eux et leurs clients. Une audience sans les avocats de la défense donc. Une audience au cours de laquelle il a été procédé à l'examen des demandes de liberté provisoire déposées par 4 accusés. La plupart des questions de procédure ont été réglées, suspendues. Le procès reprend le vendredi 6 avril prochain. Allons-nous vers le fond du dossier? En tout cas, la reprise sera consacrée directement à l'audition des accusés. Roméo Koïta. La plupart des avocats de la défense ont quitté hier la salle d'audience suite au désaccord avec le tribunal qui aurait refusé la liste de leurs témoins, estimant qu'ils sont hors délai. Ce 31 mars, 7e jour du procès, l'audience est donc poursuivie sans ses avocats déserteurs. Le fait marquant est que 2 des 4 avocats de la défense restés hier en salle se sont déportés. Maître Issaka Zampaligré et Maître Alidou Ouedraogo ne vont plus assurer la défense de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. Ils évoquent une divergence d'idées entre eux et leurs clients. Mais cela n'entache en rien la suite de la procédure. Les accusés pour lesquels cet avocat sont déportés, si ces accusés ont plusieurs avocats, la procédure n'a aucun impact. Le fait qu'ils se soient déportés n'a aucun impact sur la suite de la procédure. Mais si ces avocats étaient les seuls constitués aux côtés de cet accusé, le fait qu'ils se soient déportés, il aurait fallu qu'on puisse donner encore la possibilité à ces accusés de se choisir des conseils, à défaut que le bâtonnier constitue d'office des avocats à leur profit. Il a été procédé ce 31 mars à la lecture de la suite de l'arrêt de renvoi, puis à l'examen des demandes de mise en liberté provisoire déposées par 4 accusés. Parmi elles, 3 demandes ont été jugées irrecevables, seule une est renvoyée pour vérification complémentaire. Les questions de procédure observées jusque-là à ce procès sont presque à terme selon certains avocats de la partie civile. À la reprise de l'audience le 6 avril prochain, les questions de fond devraient débuter avec l'entame de l'interrogatoire des accusés. Des avocats de la défense qui se sont vus refuser la liste de leurs témoins déplorent une telle décision. Ce que je déplore, nous avons réitéré nos demandes en réalité des délais pour citer des témoins, mais il a dit qu'avec la faute nous revenait. Mais nous pensons que dans la mesure où les gens ont demandé 2 mois, il peut quand même nous donner au moins ne serait qu'une semaine. Mais ayant refusé cela, je déplore en réalité cette demande que ça soit rejeté. Le parquet et la partie civile estiment qu'étant donné que ce sont les avocats de la défense qui ont intérêt à ce que leurs témoins se présentent à la barre, ils auraient dû prendre toutes les dispositions nécessaires afin de les faire comparaître. On ne peut pas reprocher au ministère public de n'avoir pas fait citer. La loi n'avait pas mis sur la tête du ministère public cette obligation. Donc c'est à eux de s'en prendre à eux-mêmes pour n'avoir pas accompli les diligences pour que les personnes qu'ils souhaitent faire entendre en qualité de témoins, pour que ces personnes se présentent. Le procès reprend le 6 avril prochain avec l'interrogatoire des accusés. Des accusés dont les avocats ont claqué la porte hier 30 mars. Alors on se demande comment cet interrogatoire pourrait se faire sans les conseils des accusés. Et on l'a appris cet après-midi, l'un des accusés, le journaliste Adama Ouedraogo Damis, est en garde à vue à la gendarmerie. Il ne serait pas présent à l'audience ce matin au moment de la vérification des présences. Eddy Komboigo, lui, a été blanchi dans le cadre du dossier du putsch. Alors, il a repris ses activités politiques.
C'est un accueil triomphal qui a été réservé au président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ce samedi à Wayougouya. De Yako, sa ville natale à Wayougouya en passant par Goursi, ce sont des militants en liesse qui ont accueilli Edi Komboigo. L'ex-parti au pouvoir tient sa toute première convention régionale du Nord. C'est dans la dynamique de restructuration du CDP qui entend ici donc remporter les élections de 2020. Le reportage d'Abdourazak Traoré. Au Passoré, nous demeurons CDP. Les populations de la province l'ont dit et démontré à travers leur mobilisation matinale. Il est environ 6 heures quand le président du Congrès pour la démocratie et le progrès foule le sol de Yako ce 31 mars. Edi Komboigo est ensuite escorté de Yako, sa ville natale, jusqu'à Wayougouya, le point de chute de sa visite dans le nord. Au cours du trajet, les rangs sont renforcés à Goursi. Plus le cortège avance, plus il s'élargit. Avec la même ferveur, la même détermination jusqu'à la cité de Nabakango, comme l'on pouvait s'y attendre, un tour de la ville de Wayougouya pour se signaler. Après une escale au palais du Nabakiba, place à présent au motif de cette sortie au nord. La première convention régionale du CDP. Il faut le CDP au pouvoir car le pays attend toujours la satisfaction de ses besoins. On a souhaité nous vendre un PNDS présenté comme un plan qui devait conduire notre pays dans le meilleur des mondes possible. Mais vous constatez avec nous que cette montagne de plans a accouché d'une souris très ridicule. Tous les plans en exécution actuellement sont ceux que nos camarades ont signés et mis en place au moment où le CDP était au pouvoir. Où est la nouveauté avec leur PNDS? La vie est plus chère, un grand déficit commercial, un grand déficit agricole, les fermetures massives des sociétés, de la famine, de la colère des travailleurs. Des mots qui trouveront solution avec le retour du CDP au pouvoir, se convainc Edi Komboigo. Nous venons de loin et nous avons la ressource pour aller très loin. Nous avons de la ressource pour aller très loin. Êtes-vous prêts à aller très loin avec moi? Êtes-vous prêts à aller loin avec moi? Êtes-vous prêts? D'accord? Bourema Badini, haut cadre du parti dans la région, lui parle de renaissance de l'ex-parti au pouvoir dans cette localité du pays. Nous avons connu énormément de difficultés après les élections. Donc le parti était obligé de se replier et de voir dans quelle mesure élaborer des stratégies pour revenir. Donc nous pensons qu'il faudrait effectivement que nous puissions traiter le langage, un langage cohérent, sincère. Nous sommes restés au plan local et nous avons pu arracher victorieusement un poste de député. Alors si aujourd'hui, avec ce qu'on dit, il y a une réconciliation et nos aînés arrivent avec des conseils, je pense que, je ne me sortis pas pour lire, mais je crois que le CDP reviendra à ses anciens amours. Le père a toujours été là. Le CDP s'organise pour son congrès. Je ne crois pas que le CDP était mort et pour dire qu'il était allé où. Le CDP est là. Le CDP a simplement cherché à se restructure tout doucement en mettant ces structures de base dans les campagnes, dans les communes et dans les provinces. C'est ce qui nous amène ce matin ici à installer ces structures de base à travers cette convention régionale. Défi actuel du CDP, rôle et place des structures géographiques. C'est sous ce thème que cette première convention régionale du Nord se tient en attendant la tenue du congrès ordinaire les 6 et 7 mai prochains à Ouagadougou.
Rendons-nous sur la route nationale numéro 22 en chantier. Il y a des inquiétudes, mais aussi des motifs de satisfaction. Sentiment du ministre des Infrastructures qui est allé au constat des travaux Yargo-Djibo. Les travaux avancent bien, mais sur le tronçon Kongoussi-Yargo, long de 16 km, c'est la déception. Explication, Madina Sine. Première étape de la visite du ministre des Infrastructures sur le chantier de la route nationale numéro 22, le tronçon Kongoussi-Yargo, long de 16 km. Ici, le taux d'exécution des travaux est de 38%, avec un délai contractuel épuisé à 100%. Une situation que le chef de mission de contrôle impute au groupement d'entreprises. Pour nous, on n'a pas mis les moyens qu'il faut, tout simplement. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas assez de matériel. Le matériel qui était acheminé sur place était un peu vétuste, donc elle tombait fréquemment en panne. Et puis, il y a le problème de l'approvisionnement en matériel de construction, qui a retardé beaucoup la réalisation des ouvrages hydrauliques. Et puis le groupement, au départ, il était présenté que par une seule entreprise, SGTM. Après l'arrivée de la deuxième entreprise membre du groupement, Globex GC, une amélioration sensible a été constatée sur les travaux. Mais malheureusement, ils sont venus en retard, ils sont venus vers le début de l'année. Mais malgré ça, il y a quand même une amélioration dans la réalisation des travaux. Normalement, on finira le projet avant la fin du mois d'août. Contrairement à la section Kongoussi-Yargo, les travaux du tronçon Yargo-Djibo présentent un autre visage. Le taux d'avancement des travaux est de 61% contre un délai consommé de 75%. Pratiquement, nous avons encore 6 mois de travail à faire. Et ce qui nous reste principalement, c'est le revêtement, à faire la couche de base dans un premier temps, sur lequel on est sur 7 km déjà. Ça va aller très vite, parce que la fondation, on n'a plus que 7 km à faire. Tout est terminé. Le terrassement, il reste dans la zone de Djibo seulement. N'eût été la modification du projet, peut-être qu'on aurait terminé avec tout ce qui est travaux au terrassement dans Djibo. Bon, donc pour nous, nous travaillons pour qu'on puisse tenir dans le délai. Après avoir parcouru 96 km pour s'enquérir de l'état d'avancement réel de la RN22 Kongoussi-Djibo, c'est un bilan satisfaisant qui est dressé. Sur cette section de Kongoussi-Yargo, il faut avouer que nous avions quelques inquiétudes. Mais nous voyons que les choses ont repris, les ouvrages sont en cours de construction et si tout va bien, ce tronçon-là sera également achevé quasiment dans les temps. La seconde section qui va de Yargo à Djibo ici, nous constatons avec grande satisfaction que les travaux avancent très bien, puisque nous sommes déjà au niveau de la couche de base sur au moins 7 km. Nous avons reçu l'information selon laquelle d'ici 2 mois à peu près, le bitume va commencer à couler sur la route, c'est-à-dire que le revêtement devrait commencer d'ici à l'installation de la saison des pluies. Ça aussi, c'est un motif de fierté. La fin des travaux de l'axe Kongoussi-Djibo devrait soutenir le développement du Burkina Faso par le désenclavement des zones à fort potentiel de croissance économique. Les travaux sont financés par la Banque africaine de développement et la Banque arabe pour le développement en Afrique. Le plus grand centre de cancérologie d'Afrique de l'Ouest est en construction au Burkina Faso. 10 hectares de superficie, il va comporter une unité d'oncologie médicale, un service de radiothérapie et des services d'appui au diagnostic. Centre très attendu. Comment avancent les travaux de construction? Là aussi, le ministre de la Santé est allé hier au constat. Raïssa Natacha Ouedraogo. Le ministre de la Santé sur le chantier du plus grand centre cancérologique de l'Afrique de l'Ouest. Nicolas Meda est venu constater de visu l'état d'avancement des travaux débutés en 2017. Mais 2 années après, l'équipe peine à respecter son planning d'exécution. À ce jour, le taux de réalisation est à 30% au lieu de 60% dans les prévisions. Le premier obstacle, c'est le financement. C'est le financement qui fait qu'on n'arrive pas à aller dans le rythme qu'on a prévu dans notre planning d'exécution. Donc, deuxième élément également qui bloque, c'est au niveau de l'absence de bureaux techniques chargés des équipements.
Donc nous sommes obligés de faire appel à des consultants au plan international et avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour pouvoir valider les plans architecturaux et puis avancer. Donc nous avons choisi la stratégie de phasage pour pouvoir parer à la phase la plus urgente qui est la mise en place de la radiothérapie et les services de médecine nucléaire. Il y a également un autre aspect, c'est l'insuffisance de financement pour les équipements. Et comme vous le savez, ces genres de projets, on ne finit pas de construire avant de commander les équipements. Ce centre a une superficie de 10 hectares. À terme, il va disposer entre autres d'un service radiothérapie, de la médecine nucléaire, d'imagerie diagnostique conventionnelle et d'une unité d'oncologie médicale. Nous attendons à peu près dans les années à venir et quasiment en 2018 12 000 patients qui souffrent du cancer au Burkina. Et donc ce centre qui est en construction va dérouler une plateforme où il y aura toutes les solutions de prise en charge des cancers. Quand je dis toutes les solutions, ça part de la prévention. Il y aura des capacités de dépistage. Ensuite, il y aura les solutions de diagnostic, où tous les éléments d'anatomie pathologique, tous les éléments d'immunohistochimie, tous les éléments de médecine nucléaire seront déployés pour poser des diagnostics certains. Ensuite, il y aura toutes les solutions de prise en charge. La construction et l'équipement du centre nécessitent un financement de près de 31 milliards de francs CFA. À ce jour, le projet est entièrement financé sur le budget de l'État à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Et selon le ministre, des efforts sont en train d'être déployés pour mobiliser les ressources nécessaires en vue d'achever les travaux d'ici fin 2018. Malgré l'existence de textes et le renforcement de la vigilance, le phénomène à la peau dure, le trafic de peau d'âne, 1800 peaux d'âne saisies par la direction provinciale de la police nationale du Naouri. Elles ont été incinérées hier. Safiatou Balima, Natacha Ouedraogo pour les images. Ce sont 1800 peaux d'âne qui sont réduites ici en flammes. Saisies par la direction provinciale de la police nationale du Naouri dans la nuit du 15 mars dernier. Ces peaux d'âne incinérées étaient chargées dans ce véhicule en partance pour la frontière ghanéenne. Mais un incident imprévu dans le planning de ces trafiquants va les conduire dans les mains des forces de contrôle dans la ville de Pau. Donc il faut dire qu'on s'est retrouvé aujourd'hui grâce à la vigilance de la police au niveau de la province du Naouri qui a pu quand même mettre la main sur un véhicule qui d'habitude allait passer sans problème, mais malheureusement il a eu un problème technique et donc finalement il a percuté, il est tombé et on s'est rendu compte que bon, il transportait beaucoup de peaux d'âne. Et donc la police a alerté les services vétérinaires. Depuis 2016, un décret interdit l'exploitation d'animaux, de viande et de peau des espèces asines, camélines et équines. Mais selon les autorités en charge des ressources animales et halieutiques, la pratique reste courante. Depuis que le décret a été pris, il y a eu quand même beaucoup de mesures de sensibilisation qui étaient organisées. Il y a eu même des associations qui ont été impliquées pour pouvoir au moins faire les sensibilisations au niveau des zones stratégiques où l'âne est vraiment très exploité. Et le ministère est également en train de voir dans quelle mesure, parce que comme c'est une ressource qui est rare, comment faire pour améliorer la production de cette ressource pour que dans les années à venir, nous soyons en mesure de pouvoir exporter dans des conditions normales. Mais il faut dire que l'âne, c'est un animal très difficile parce que ses conditions de reproduction sont très lentes. Il faut minimum 2 ans à 3 ans pour avoir un petit. Donc ce n'est pas en l'espace de 2 ou 3 ans qu'on va améliorer le cheptel. Mais ce que nous pouvons faire, c'est renforcer la sensibilisation, mais également revoir le texte. Une invite est lancée aux populations à une franche collaboration afin de lutter contre le phénomène de trafic de peau d'âne qui menace sérieusement la disparition de cette espèce au Burkina.
À Koudougou, un face-à-face entre le nouveau directeur général de la Sonapos et les chefs d'agence. Discussion à bâton rompu sur la vie et de la Société nationale des postes. Bilan 2017 et actions à engager pour 2018 ont constitué le plan de résistance. Raïssa Natacha Ouedraogo. La Sonapost, la Société nationale des postes, va très bien et reste même sereine malgré les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce qu'a martelé son nouveau directeur général devant les chefs d'agence de la société réunis ce 30 mars à Koudougou. À ce jour, la société emploie plus de 1000 personnes et a atteint un taux de réalisation de plus de 80% en 2017. Face aux chefs d'agence, le directeur général discute à bâton rompu afin de redynamiser la Sonapost et de grands projets sont en vue. D'une part, il faut intégrer très rapidement les nouvelles technologies, d'une part dans les produits existants et d'autre part innover avec les nouveaux produits qui fonctionnent entièrement avec les produits numériques. Parce que comme vous le savez, l'objectif aujourd'hui, c'est de passer de la poste classique, la poste un peu mourante, la poste où nous pensons que c'est des vieilles pratiques, à une poste disponible pour les jeunes, à une poste disponible pour les enfants, à une poste disponible pour nos mamies et nos papis. Et d'autre part, il est extrêmement urgent pour nous d'aller très rapidement dans la diversification de nos services financiers, dans la mesure où aujourd'hui nous avons de plus en plus de clients qui ont besoin d'un accompagnement dans le développement de leur entreprise. Nous avons de plus en plus de clients qui ont besoin qu'aujourd'hui la poste là, qui est partout là où les banques ne sont pas, qui est partout là où les sociétés de microfinance n'y sont pas toujours, de pouvoir donc aujourd'hui leur octroyer du crédit, que ce soit sous forme de crédit bancaire ou que ce soit sous forme de crédit microfinance ou mésofinance. Et cela est extrêmement important pour nous aujourd'hui parce que si nous voulons aller dans le développement du pays, si nous voulons contribuer à l'atteinte des objectifs du PNDS, nous devons obligatoirement y aller très rapidement pour que d'ici 2019, effectivement, la Sonapos aide donc ces structures autant financières, karma, autant des filiales qui fonctionnent dans la digitalisation. Ce face-à-face du directeur général de la Sonapost avec les chefs d'agence dans la région du centre-ouest fait suite à une tournée dans 3 autres régions du Burkina Faso. Nous avons pu nous familiariser avec nos premiers collaborateurs parce que comme vous le savez, ça fait seulement 7 mois que nous sommes donc à la tête de cette société. Il était opportun pour nous de sortir et donc qui sont ceux qui animent donc notre réseau. Cela a été fait. Ça a également permis donc à ces derniers de nous connaître, de savoir qui nous sommes. Et nous avons vraiment échangé à bâton rompu sur la vie de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur le même pied en termes d'information, en termes de partage de vision. Je pense que donc, nous avons besoin de cette vue commune-là pour avancer. Donc nous sommes très sereins. Je pense que maintenant, la Sonapos est prête pour remplir ses missions, pour atteindre ses missions d'ici 2020. La Société nationale des postes regroupe 112 agences au Burkina Faso, reparties dans les régions du centre, de l'Est, de l'Ouest et du Nord. La journée de l'entrepreneuriat féminin, elles se tiennent actuellement à Ouagadougou, femmes et développement agricole au Burkina Faso, productrice et transformatrice au cœur de la sécurité alimentaire. C'est le thème de cette 2e édition. Elle connaît la participation de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. Samira Samandoulgou, Madina Sienou. Les 2e journées de l'entrepreneuriat féminin prennent leur envol. Ouverte ce 29 mars, elles placent la promotion et la visibilité des entreprises féminines au centre de leurs objectifs. C'est les accompagner dans la création d'entreprises, les accompagner dans l'exécution de leurs projets, les accompagner dans la réalisation de leurs projets, les accompagner aussi à la recherche de financement. Nous allons échanger par rapport à la problématique de l'emballage et nous avons fait venir un expert de l'Europe. Donc nous allons voir comment améliorer déjà notre emballage et voir aussi question normes et qualité. Parce que tant que tout ça n'est pas réuni, nous ne pouvons pas réellement valoriser nos produits. Pendant 4 jours, les participantes vont exposer et vendre leurs produits, mais aussi prospecter des opportunités d'affaires. Comparativement à la première édition, ces journées de l'entrepreneuriat féminin connaissent des innovations. Cette année, nous avons des rencontres B2B comme innovation parce qu'on a pu toucher quelques fonds et quelques microfinances qui seront là et des partenaires techniques, c'est-à-dire la maison de l'entreprise, pour en fait conseiller les femmes à la création d'entreprises et les fonds pour pouvoir
présenter leurs produits, leurs projets et voir si les femmes peuvent postuler à ça. Et nous allons accompagner les femmes à recadrer leurs projets pour qu'elles puissent postuler au Burkina Startup et au Fonds burkinabé de développement économique et social. Et cette année, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Je voudrais dire grand chapeau aux dames du Burkina parce qu'il était temps à ce que l'Afrique, les femmes africaines se lèvent et que tous ensemble, nous puissions bâtir notre continent et ainsi que le monde. Mais vraiment, je pense que les femmes ont compris ce message et nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce réveil. Pour la représentante de la ministre en charge de la femme, l'entrepreneuriat constitue une source d'autonomisation de la femme. Le premier message, c'est de les encourager. Parce que quand on mène une activité commerciale, si je peux m'exprimer ainsi, il y a toujours des hauts et des bas. Quand on est en haut, on doit persévérer pour être performant. Mais quand on est en bas, on doit encore lutter pour se relever. Donc je veux vraiment les encourager à travailler. Seul le travail paie. On ne peut pas vouloir faire l'entrepreneuriat féminin et puis être paresseuse. Des fois on veut faire, mais on veut rester comme une patronne qui est couchée à la maison et puis on confie aux autres. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'il faut se battre au quotidien. Les deuxièmes journées de l'entrepreneuriat féminin vont prendre fin le 1er avril prochain. Ces journées sont l'occasion pour les entreprises, associations et groupements de femmes de mettre en valeur leur potentiel de création et de développement économique. La page spéciale SNC 2018, suite et fin. Pluie de récompenses à la Semaine nationale de la culture Bobo 2018. La 19e édition a refermé officiellement ses portes hier. Dans son discours de clôture, le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, a salué le mérite des acteurs culturels burkinabés qui contribuent à l'édification de la nation burkinabé. Alfred Chouye. Le passage du premier artiste burkinabé pour refermer les rideaux sur la 19e édition de la Semaine nationale de la culture, SNC Bobo 2018. Et c'est sur des notes de balafon que le président du Faso a déclaré clos les activités de cette biennale de la culture burkinabé. Ce soir, se sont éteints les lampions de la 19e édition de la SNC et je dois dire que je repars avec un sentiment de satisfaction. Beaucoup de créativité, beaucoup d'engagement de nos acteurs et je dois pouvoir dire une adaptation par rapport aux réalités de la situation nationale. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier l'ensemble de tous ces acteurs, toutes ces actrices qui ont contribué à faire de cette 19e édition un véritable succès. Du 24 au 31 mars 2018, les communautés culturelles burkinabées et des pays amis ont rivalisé de talent et d'ingéniosité dans les différentes catégories du Grand Prix national des arts et des lettres. Bien plus qu'une compétition, c'est la culture dans sa diversité qui est portée sur son piédestal. Et oui, durant 7 jours, des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants se sont mobilisés pour porter encore plus haut l'immensité de nos savoir-faire, de notre richesse culturelle, à travers créativité et leur volonté sans limite de célébrer dans une saine émulation nos expressions culturelles et artistiques. Chers artistes, vous avez ainsi démontré à la face du monde que le Burkina Faso, notre chère nation, est riche de sa diversité culturelle. À l'appel de l'édition, les fils du pays des hommes intègres ont répondu présent, avec à leur tête l'homme de culture et de lettres Mamoudou Ouedraogo et l'homme d'affaires et mécène de la culture burkinabé Lansine Diawara qui ont donné un coup de pouce à l'organisation. La culture peut être définie comme ce que nous avons de commun ensemble. Et je crois qu'à travers ce brassage, il est évident que nous sommes arrivés
nous arrivons à retenir davantage ce qui nous unit. Et je crois que la SNC est devenue donc le rendez-vous du donner et du recevoir pour faire en sorte que l'identité burkinabé soit affirmée d'une façon claire et nette et que ce soit une occasion également pour les jeunes générations d'avoir un repère. La 19e édition de la SNC s'est déroulée autour de la problématique des enjeux et des défis de la sauvegarde des valeurs culturelles. Environ 300 000 festivaliers ont effectué le déplacement de la capitale économique du Burkina Faso. Rendez-vous est pris pour 2020. Fini la SNC, place au bilan, la Semaine nationale de la culture, une occasion d'affaires pour les commerçants. Ils viennent des 13 régions du Burkina Faso pour écouler leurs articles. Ont-ils fait de bonnes affaires? Alfred Thuyer leur a posé la question. Il est 16h sur le boulevard de la Révolution. C'est le lieu de convergence des festivaliers présents à Bobo-Dioulasso à l'occasion de la 19e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture. Il y a peu d'affluence. Les premiers festivaliers s'installent dans les maquis situés juste à côté, au grand bonheur du gérant. La SNC nous a permis ces temps-ci d'avoir une clientèle et par rapport aux autres jours ordinaires, nous pouvons dire que ce n'est pas pareil. Avec les festivaliers qui viennent, on a beaucoup de clientèle. Dans le parking de la clinique située à quelques mètres de là, les festivaliers viennent et repartent. Pour son gérant habituel qui peinait à avoir 1000 francs la journée, le compte est bon. Les recettes depuis l'ouverture de la foire se sont multipliées par 5. Tout cas, ça va. Avant, je passais toute la journée sans avoir 1000 francs. Mais depuis l'ouverture de la SNC, ma recette est de 5000 francs minimum. Eux, par contre, ont parcouru des kilomètres pour être à Bobo-Dioulasso. Ils sont venus de Tchériba avec leurs ustensiles en agile, mais le marché se fait rare. La SNC 2018 est une illusion. Avant, on était dedans, mais présentement, quand on est arrivé, il dit qu'on n'a pas la place dedans, qu'il nous faut une cendre. Bon, nous aussi, on n'a pas les moyens pour payer les cendres. Mais ils ont dit de venir s'asseoir ici pour vendre. Mais depuis qu'on est là, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché. Depuis le matin, moi je suis là, j'ai vendu une assiette seulement à 600 francs. Si ce n'est pas ce soir que je pourrais vendre, sinon depuis le matin, j'ai vendu une assiette seulement. Il est 21h quand le boulevard se transforme en une marée humaine. Les festivaliers sont assaillis de toutes parts par des commerçants déterminés à écouler leurs marchandises, comme Madi Saint-Pouré venu de Ouagadougou et qui se frotte les mains. Nous se promènent dans les provinces et puis les marchés c'est un peu bon. Comme nous on a entendu l'organisation des SNC là, tellement ça a été très heureux de nous accueillir ici pour voir et Dieu merci, ça a marché. Ça marche. Et comme l'exception qui confirme la thèse, les commerçants installés juste à côté de Madi se plaignent du sort qui leur est réservé. Le stand fait 60 000 francs CFA, ce qui équivaut au fonds de roulement de certains commerçants. Toutes les régions du Burkina sont présentes ici pour vendre. Et contre toute attente, les forces de l'ordre viennent nous expulser des lieux. C'est révoltant. Il n'y a pas marché. Les polis en train de nous chasser comme ça, il n'y a pas marché. On se cherche même. Si ce n'est pas à cette heure-là qu'on peut vendre un peu, sinon, wallahi, on se cherche. Pour être honnête, c'est mieux à l'extérieur. Ici, au moins, tu peux vendre un peu. À l'intérieur, c'est la croix et la bannière. Il n'y a pas que les vendeurs d'articles divers qui se frottent les mains. Il y a aussi ces vendeurs de poulets rôtis. Installés aux abords du boulevard de la Révolution, Richard Taïta a vu son chiffre d'affaires doubler le temps de la SNC. Bonsoir, bonne arrivée, mon client. Oui, ça va. En tout cas, le marché est bon. Bon, avant la SNC, là, je peux vendre 20 poulets, mais aujourd'hui, avec la SNC, je peux vendre jusqu'à 60, à 65 comme ça. Donc, je peux dire que c'est bon.
Les bases et les maquis ne désemplissent pas depuis l'ouverture de la SNC et pour les tenanciers, le bilan est plutôt satisfaisant. Avec la SNC, tout marche bien ici. Oui, que ce soit sur la terrasse, dans les bars, au casino, en boîte ici, tout va bien. Bobo Dioulasso aura recouvré son titre de capitale économique du Burkina Faso le temps de la Semaine nationale de la culture. Elle est le lieu de convergence de milliers de festivaliers et de commerçants. Les hôtels et les auberges ont refusé du monde. Certains commerçants sont obligés de dormir à la Belle Étoile. Fini donc pour la Semaine nationale de la culture, édition 2018. Cette édition qui s'achève, merci de l'avoir suivi. 20h15, le JT Moré avec Amélie Komboego. Et puis demain, rendez-vous avec l'équipe du dimanche, le 7 Info. Procès push manqué, fonds commun et Semaine nationale de la culture, justement, des sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. On en parle avec nos analystes. Excellent week-end sur notre chaîne. Bonsoir.